Candidat à l'élection présidentielle camerounaise du 7 octobre 2018, Cabral Libby est en campagne internationale dans les villes européennes depuis fin août 2018. À Bruxelles, il a organisé un meeting qui a pu réunir un nombre important de participants, la diaspora camerounaise et amis du Cameroun. Il a bien voulu accorder quelques minutes à la presse internationale à travers le Press Club Brussels Europe pour donner quelques grands lignes de son programme politique. Il répond aux questions de Ghislain Zobio. Monsieur Cabral Libby, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici au Press Club Brussels Europe, un espace dédié à la presse internationale. Pour permettre à cette presse de mieux appréhender votre programme politique, pouvez-vous nous donner les grandes lignes de ce programme? D'abord, je vous remercie pour la sollicitude à l'endroit du candidat que je suis. D'abord, le programme est précédé par une vision. La mienne, c'est celle du Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Protection sociale, j'entends par Cameroun qui protège, un Cameroun qui offre une protection sociale. Un Cameroun dans lequel la maladie n'est plus une fatalité, l'absence de logement n'est plus une fatalité, la famine n'est plus une fatalité. Un État qui donne du sens au consensus rousseauiste, comme on dit, la naissance de l'État, un compromis qui nous sort de l'état de nature, qui donne naissance à une personne morale qu'on appelle l'État, dont le rôle est de nous mettre à l'abri de la précarité. Et c'est cet État que je veux reconstruire au Cameroun, parce qu'actuellement, le citoyen se sent à l'abandon. Vous êtes malade, vous ne savez pas où, l'État est absent, vous êtes dans le désarroi, dans la détresse, l'État est absent, mais l'État est présent pour prélever l'impôt, l'État est présent pour vous fouetter et vous rappeler qu'on ne fait pas si on ne manifeste pas, on ne conteste pas. Là, vous voyez l'État. Il faut donc démocratiser véritablement l'État et en faire une personne morale, certes, mais de proximité, que le citoyen sente l'État. Ce qui est le cas dans des environnements comme ceux-ci, où on sent l'État, non pas seulement dans la discipline, ce qu'il faut d'ailleurs restaurer au Cameroun, mais aussi dans le social, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. C'est pour ça qu'un press club comme celui-ci peut exister. Mais également un Cameroun qui libère les énergies, parce que malheureusement, on est, tout le monde peut en faire le constat, dans une situation d'étouffement, d'asphyxie, où vous avez beau avoir vos talents, mais il n'y a pas de perspective. Donc, libérer les énergies, c'est accéder à la propriété. Il faut sortir de l'informel. Il faut que la richesse, nous la possédions, en réalité. Le Cameroun est un pays riche de beaucoup de choses, du sol, du sous-sol, de la mer, de tout ce qu'on veut. Mais ceux qui sont natifs, les Camerounais, sont pauvres, pour une seule raison. Ils sont sur une richesse qu'ils ne possèdent pas. Et pour sortir les gens de la pauvreté, il faut qu'ils accèdent au capital. Le capital, ce n'est pas l'argent, mais c'est ce qui produit de l'argent. J'aime souvent faire l'illustration avec le foncier. Si vous êtes héritier de beaucoup de terres, si vous n'en avez pas la propriété juridique, vous restez pauvre, alors que vous êtes héritier de la richesse. J'aime toujours prendre. Donc, libérer les énergies, c'est permettre aux gens de s'exprimer, permettre aux gens de se réunir. Là, c'est les basiques de la démocratie. La presse, donner du sens à la presse. Il faut construire un État véritablement démocratique où on peut s'exprimer, où on peut contester. Ça veut dire que le syndicalisme sort de l'ornière, ce syndicalisme qui depuis 1990 attend toujours une loi qui régit son fonctionnement. Il faut permettre aux gens de s'exprimer, de se réunir. Libérer les énergies, c'est aussi créer des conditions de l'innovation. Aujourd'hui, dans le monde, on ne peut plus rien faire si on n'innove pas. Mais innover, c'est accéder aux instruments d'innovation. Le numérique en est un. Donc voilà globalement la philosophie. Et de cette philosophie se déclinent donc 11 axes de notre projet de société, un recadrage étatique, une fonction publique de performance, une économie portée par l'agriculture, l'industrie, les start-up, la diaspora et le tourisme, un environnement de travail où il y a le plein emploi et un secteur bancaire incitatif, une politique d'investissement proactive, infrastructures routières, notamment agro-industrie, mais en fait, globalement, les infrastructures, le logement, il faut construire le logement social, un sport de conquête, une diplomatie proactive, un citoyen à l'abri
de la précarité. Voilà, c'est 11 axes. Je viens d'en décliner quelques-uns, comme vous me l'avez demandé. L'Union européenne entretient une coopération bilatérale avec le Cameroun depuis des décennies. Quel rôle et quelle place pourrait jouer cette institution pour vous accompagner dans la mise en exécution de votre programme politique? Moi, je pense que nous ne tirons pas pleinement profit de notre coopération. Je prends le cas des APE. Les APE, dont l'avènement, en fait, des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, dont l'avènement a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors qu'on oubliait que les APE sont un instrument économique de développement qui est mis en œuvre un peu partout dans le monde. Le problème, c'est qu'au moment où nous entrons dans les APE, nous ne nous sommes pas préparés à entrer dans les APE, parce que c'est des choses basiques. Quand vous entrez dans les APE, vous renoncez aux droits de porte. Vous levez les barrières douanières. Quand vous levez les barrières tarifaires à vos portes, il y a un afflux de produits extérieurs dans votre marché, ce qui n'est pas mauvais. Mais lorsque les produits arrivent, il faut qu'ils soient consommés. Ça également, ce n'est pas mauvais, puisque des produits bon marché arrivent, des produits de qualité arrivent. Sauf que si vous n'êtes pas préparé à interagir avec cet afflux, vous déstructurez votre propre économie, et puis vous perdez en compétitivité, parce que l'afflux des produits bon marché de qualité va complètement anéantir le tissu productif local. Mais tout cela a été inscrit sur un échelonnement progressif. Et je pense qu'en nous mettant dans des accords, dans ce type de partenariat, ça devrait plutôt donner un coup de fouet à notre économie. Et c'est pour cela que nous allons industrialiser le Cameroun. Nous allons industrialiser le Cameroun. Et dans cette perspective, l'Union européenne occupe une place centrale. Parce qu'industrialiser, c'est travailler à la transformation. Et si vous voulez transformer, ça veut dire que vous avez besoin d'appareils, vous avez besoin de machines. Et aujourd'hui, avec les APE, ces machines entreront en franchise de douane. Et ces machines nous permettront, parce que nous, on va lancer la révolution agricole en injectant 500 milliards par an pour développer l'agriculture, créer des villages agricoles, des clusters, tout ce qui va avec. Et nous, notre objectif, c'est de créer dans chaque commune rurale du Cameroun une agro-industrie. C'est-à-dire qu'il faut viabiliser la terre. Le Cameroun, c'est 17 millions de terres arables. Pour le moment, nous n'en sommes même pas à 5%. Nous voulons mettre en exploitation 200 000 hectares par an, à raison de 20 000 par région, parce que le Cameroun a 10 régions. In fine, dans 5 ans, on aura mis en exploitation 1 million d'hectares. Et ces hectares que nous allons mettre en exploitation, nous voulons que ce qui en sort soit immédiatement transformé au niveau du Cameroun, selon les spécificités. Vous savez, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, comme on dit. Selon que vous êtes dans la partie septentrionale qui est quasi désertique, plutôt désertique, il y a l'arachide, l'oignon et tout le reste. Vous venez en zone du sud austral avec les forêts et autres. Selon qu'il s'agit du bois, de l'arachide, des fruits, des fleurs, ainsi de suite, nous allons faire du Cameroun véritablement une terre industrielle, évidemment en tenant compte des exigences liées à l'environnement et tout le reste. Et dans ce cas-là, avec l'Union européenne, pour ne prendre que ce cas, il y a là une potentialité, en fait des potentialités, des possibles incroyables. Ça, c'est pour le domaine agro-industriel, pour le domaine industriel, et même aujourd'hui dans les services, dans l'économie de la connaissance. Je pense que quand vous circulez en Union européenne aujourd'hui, vous voyez où on en est. Je pense que nous gagnerons, nous aussi, à tirer profit en adéquation évidemment avec nos spécificités, avec notre identité, parce qu'il ne s'agit pas... Vous savez, on est dans la mondialisation, dans la globalisation, il s'agit aujourd'hui, certes, de recevoir de l'autre, mais aussi d'offrir. Donc moi, je vois l'Union européenne comme un marché, je vois l'Union européenne comme un espace où nous avons aussi des savoir-faire à faire valoir, à partager, nous avons des richesses à faire valoir, à faire circuler, à offrir. Et c'est comme cela que moi je vois l'Union européenne, comme un partenariat de choix, parce que je vois l'Union européenne comme un marché. Je vois l'Union européenne comme un tissu institutionnel avec lequel nous pouvons construire une coopération beaucoup plus dynamique. Parce que moi, je crois que nous devons sortir progressivement de l'assistanat pour rentrer dans la production véritable. Et d'ailleurs, c'est une passerelle que je crée avec la diaspora camerounaise, parce que j'ai dit, il faut arrêter avec l'endettement. On peut recapitaliser notre économie avec une prise de participation par les Camerounais de la diaspora, simplement en sédiquant un certain nombre d'entreprises et en lançant un emprunt obligataire, puisqu'on parle de l'Union européenne, on va lancer un emprunt obligataire d'1 milliard d'euros, en ayant syndiqué une cinquantaine d'entreprises publiques, permettant aux Camerounais de la diaspora et à
d'autres citoyens du monde d'avoir des participations dans des entreprises publiques. Donc, ce que je viens de dessiner là vous donne un aperçu de ce qu'on veut construire avec l'Union européenne. C'est-à-dire que vous êtes pour la suppression pure et simple de l'aide au développement? Ben, je pense qu'il faut qu'on en arrive là. Je ne crois pas que... Vous savez, l'argent qu'on reçoit des autres, c'est l'argent du contribuable européen. Et il ne faut pas non plus que nous soyons un tonneau de Danaïde. Pour moi, l'aide est ponctuelle. Elle est conjoncturelle. On vous assiste pour que vous sortiez de l'ornière et que vous-même vous vous mettiez à produire. Mais l'aide telle que nous l'avions en Afrique est devenue atavique. On a l'impression qu'on sera sous assistanat éternellement. Non, je ne crois plus à ça. Pour moi, il y a un changement de paradigme. La plupart des États africains, et c'est le cas du nôtre, qui sont en réalité rattachés à l'aide, le sont parce qu'ils refusent de faire ce qu'il faut faire en interne, c'est-à-dire régler les questions de gouvernance. Pour que le Cameroun se développe, il faut développer le tissu productif. Il faut industrialiser le Cameroun. Il faut faire du Cameroun une terre de production. Pour le faire, il y a beaucoup de choses qu'il faut régler. Il faut changer la gouvernance. On doit sortir de la malgouvernance. Il faut numériser le Cameroun. Il faut réinstaurer la confiance. Il faut que les investisseurs étrangers, parce que nous misons sur l'investissement direct étranger. Et quand on dit investissement direct étranger, c'est d'abord l'investissement national étranger, parce qu'on peut avoir des compatriotes ici qui investissent, mais il s'agit également de l'investissement purement étranger, c'est-à-dire porté par des personnes morales ou physiques d'autres nationalités. Mais actuellement au Cameroun, très peu d'entreprises sérieuses dans le monde peuvent s'installer, parce que le risque pays est très élevé. À côté des questions liées à l'insécurité, avec le terrorisme, mais Dieu merci, grâce à la bravoure de nos armées, c'est en train d'être maîtrisé. La crise anglophone qui est plus une crise de gouvernance que toute autre chose, et puis la corruption qui est rampante. Quand je parlais tout à l'heure de libérer les énergies, pour accéder à la propriété, il faut alléger les procédures. Nous sommes dans un pays où vous venez investir, les procédures qui s'imposent à vous, les charges douanières qui s'imposent à vous, les charges fiscales qui s'imposent à vous sont rébutantes. Très peu peuvent venir dans cet environnement-là. Alors, il faut transformer cet environnement, permettre aux investisseurs de s'installer, permettre aux entreprises sérieuses de s'installer. Le rapport de la CNUSED de 2016 disait que les investissements étrangers au Cameroun n'avaient augmenté que de 1,9% en 2016-2017. C'est ridicule, ça. Ce n'est pas une terre d'investissement, contrairement aux affichages qu'on fait. Et nous savons pourquoi. Avant l'insécurité, qui, elle, peut être gérée très rapidement, c'est la corruption, c'est la gouvernance. Donc, ceux qui nous gouvernent depuis tout ce temps-là, 36 ans maintenant, incapables de changer les règles de gouvernance, préfèrent, et ils n'ont vraiment pas le choix, le seul moyen pour eux de s'en sortir, c'est de quémander dans le monde entier. Sauf que ça pose un autre problème. C'est l'endettement. Lorsque vous lisez la note de conjoncture qui a été publiée par la Caisse autonome d'amortissement le 31 août dernier, c'est une institution au Cameroun qui est en charge des questions de la dette, le Cameroun a atteint pratiquement 6 000 milliards de dettes. C'est vrai, ils vous disent que selon les règles CEMAC, on n'en est qu'à 32%, parce que c'est 32%. En fait, je crois que c'est 5 517 ou 6 517 en fait. On a 6 517 milliards. C'est incroyable. Mais ils vous disent que ça ne représente que 32% du PIB et que les règles CEMAC disent qu'on peut aller jusqu'à 70%. Mais ils le disent comme ça sans sourciller. Mais d'abord, la zone CEMAC n'est pas une zone qui vous permet d'amortir la dette. Et puis vous endettez des générations futures. Donc il se pose déjà le problème de la qualité de la dette. C'est que vous vous endettez pour faire quoi? Pour un pays qui a atteint le point d'achèvement en 2006 et qui, 12 ans plus tard, mais oui, c'est de ça qu'il est question, 12 ans plus tard, se retrouve avec 32% de son PIB de dette. Et on vous dit que non, c'est gérable. Mais c'est absolument pas gérable. Ça veut dire que nous nous endettons pour rien. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui nous prêtent de l'argent, mais arrêtez
arrêter. Monsieur Cabral, l'endettement en soi n'est pas le problème pour autant que vous développez les industries de transformation, de production qui vont vous permettre... Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Tout à fait. Quand je dis qu'il faut arrêter, c'est que dans les conditions actuelles, Oui. il faut arrêter. On est en train d'endetter les générations futures sans créer les conditions de remboursement de cette dette. On ne s'endette pas pour des dépenses somptuaires, puisque malheureusement c'est le cas au Cameroun. On s'endette pour acquérir un tissu productif. C'est pour ça que je vous ai dit que l'endettement, il doit être ponctuel, il doit être conjoncturel, il doit vous permettre de vous relever. Dans le cas spécifique du Cameroun, il sert à alimenter la gabégie, cet endettement. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit, une fois élu, on va d'abord s'arrêter pour faire un audit de cette dette. Et pour reprendre l'endettement, il faudra qu'on s'assure que les règles de gouvernance sont assises, parce que vous savez, ça on ne le dit pas suffisamment. Toujours dans le rapport de la Caisse autonome d'amortissement, il y a une bonne partie de cet endettement, de l'ordre de plus de 4 000 milliards, qui est improductif. C'est-à-dire que nous remboursons, mais nous n'avons pas encore accédé à l'argent, parce que les dossiers sont immatures. En fait, nous nous endettons pour un certain nombre d'ouvrages, les documents sont signés, les décomptes sont déclenchés, donc le service de la dette est déclenché, de remboursement est déclenché, mais l'argent en question n'est même toujours pas décaissé, parce que le projet, lui, il reste immature, il a été mal monté. Et ça, c'est grave encore. C'est une autre situation. On n'insiste pas là-dessus, mais c'est encore une situation qui est plus grave. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'arrêter à un moment. S'assurer que les projets pour lesquels on s'est endetté sont matures et qu'ils sont productifs et que les montants même sont bons. Parce que parfois, vous vous endettez pour un ouvrage, mais à des montants exorbitants. Bon, évidemment, pour celui qui vous prête, il n'y a pas de souci, puisqu'il sera remboursé. Mais il faut bien que si nous devons rembourser pour un ouvrage de 4 000 milliards, qu'il ait véritablement coûté 4 000 milliards. Donc je pense qu'il y a même certains contrats, certains accords d'endettement qu'il va falloir réécrire. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'ils ont été signés dans un contexte gabégique. Tout à fait. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Informez-vous sur notre actualité sur www.bipmedia.be, sur nos chaînes YouTube et Vimeo, ainsi que notre page Facebook. À très bientôt.